Et vous avez reconnu le générique de Sepharim, et évidemment votre émission Conversation avec votre serviteur Michel Zerbib sur Radio J. Sur Radio J, on entend tous ces mots. Je vais les citer pêle-mêle. Israël, juifs, sionisme, Shoah, islam, réfugiés, droits de l'homme, idées politiques, culture, musique, livres. Ne sommes-nous pas aussi le peuple des livres? Le yiddish, le judéo-arabe, la société juive et bien sûr l'histoire de France. Eh bien aujourd'hui, nous recevons l'un de ces intellectuels rares dans le paysage français, connu dans un premier temps par ceux qui s'intéressaient aux plus grands crimes de l'histoire, la Shoah, mais aujourd'hui peut-être plus largement à travers, il faut le dire, un épisode assez fâcheux qui s'est produit, justement un procès, et ça arrive souvent à la 17e chambre de Paris, un procès qui lui était intenté. Notre invité aujourd'hui a dépassé ce cadre, il est devenu cet intellectuel qui compte et qui dérange. C'est Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, bonjour. Bonjour Michel Zerbib. Merci d'être avec nous. Je cite d'ores et déjà ce livre tout à fait remarquable, mais on va en parler. Un exil français, un historien face à la justice. C'est aux éditions L'Artilleur. Un livre important, on en a déjà parlé évidemment sur cette antenne notamment, mais à travers ce livre, on va pouvoir discuter avec vous connaître mieux, parce que c'est le but de notre émission, essayer de connaître ce qu'on croit connaître, mais finalement, on va découvrir d'autres choses avec Georges Bensoussan. Alors, comme dirait celui qui vous préface, le grand intellectuel et journaliste Jacques Julliard, il dit de vous, cet homme est dangereux. Alors, Georges Bensoussan, qui êtes-vous ? Difficile de répondre aux mots de Jacques Julliard et à votre question, parce que dans le contexte de la préface de ce livre, ce que veut dire Jacques Julliard, et vous l'avez un peu dit d'ailleurs dans votre introduction, c'est que à ne pas forcément reprendre le discours de la doxa, vous apparaissez comme dangereux, vous apparaissez comme un intellectuel clivant, à partir du moment où vous posez des questions déplaisantes qui cassent le consensus, et j'allais dire le ronron médiatique qui empêche de penser précisément. C'est-à-dire que penser par définition, c'est clivant. Penser par définition, c'est dangereux. Penser par définition, c'est toujours prendre le risque de bousculer des idées admises, d'obliger chacun à repenser à nouveau frais une réalité, donc prendre le risque d'une certaine déstabilisation. Or, en règle générale, le psychisme humain déteste la déstabilisation et l'anxiété et préfère se contenter de vérités admises qui rassurent. Et c'est comme ça qu'on arrive généralement à ronronner intellectuellement et à ne pas produire d'idées nouvelles. Donc le fait d'être dangereux, je dirais que c'est dangereux avec des guillemets, bien sûr. C'est le principe bel apanage. Même. Oui, c'est le principe même de la vie intellectuelle. Si elle n'est pas dangereuse, c'est qu'elle n'existe pas. Oui, on reviendra aussi sur cette notion d'intellectuel engagé qui fut si à la mode, évidemment, il y a une 50aine d'années, mais peut-être aujourd'hui qui revient, et sans dire son nom. Alors on reste avec vous, Georges Bensoussan. Je ne sais pas si le terme d'intellectuel engagé vous convient, j'imagine que oui. Pas forcément, parce que dans Question à la littérature, en 1946, Sartre parlait beaucoup de littérature engagée. On sait que c'est très largement dans l'optique sartrienne que cette notion était mise en avant. Mais il disait quelque chose de très juste. Il disait qu'on parle ou qu'on ne parle pas, un intellectuel, il est engagé. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous embarqués dans une époque. Donc, que nous parlions, que nous prenions position pour, contre, ou que nous nous taisions, nous sommes embarqués, donc nous sommes engagés. Engagé, c'est presque un pléonasme pour un contemporain. Il est toujours engagé, même quand il se tait, quand il ne fait rien. Par exemple, quand il dit « je tiens Flaubert ou les Goncourt pour responsables de la répression de la Commune parce qu'ils n'ont pas dit un mot, etc., etc. » On connaît cette phrase. « Je le tiens pour responsable ». Il veut dire par là que même s'ils n'ont pas pris position contre la Commune publiquement, Flaubert n'a pas pris position, c'est simplement dans des lettres privées qu'il a pris position, il le tient pour responsable. Donc, intellectuel engagé, je dirais que c'est un pléonasme. Nous sommes tous engagés, et même intellectuels ou pas intellectuels, nous sommes tous dans l'époque.
Donc nous sommes tous embarqués, je dirais. Plutôt qu'engagés, je préférerais le mot embarqué. Ah oui, c'est joli, embarqué. Embarqué. Embedded, comme on dit en anglais, quand il s'agit de s'embarquer dans des guerres. Alors peut-être on va parler justement de certaines guerres que vous avez dû mener ces dernières années. Mais auparavant, je reste un peu dans la présentation de votre portrait. Je vous ai posé la question un peu abrupte. Évidemment, l'homme dangereux dans la bouche de Jacques Julliard, c'était un compliment absolu. Il considère qu'il faut du courage, de l'intelligence et de la persévérance. Mais on pourrait poser la question plus simplement, Georges Bensoussan, mais qui êtes-vous vraiment ? D'où venez-vous ? Je suis un juif séfarade, voilà, dans toute son acception, d'ascendance profondément française, par le biais maternel, le fameux décret Crémieux, et d'ascendance marocaine, c'est-à-dire que je viens de deux judéités qui sont très divergentes, très différentes. La judéité marocaine, telle que je l'ai connue par mes grands-parents qui ont émigré en Israël très tôt, donc je les ai surtout connus en Israël, c'est une judéité très traditionnaliste. On le sait, la judéité algérienne, de l'autre côté de la frontière, du côté de Tlemcen, c'est une judéité très largement marquée par la République, par la France, par le décret Crémieux. Ce sont deux apports différents et qui ne sont pas, chez moi, entrés en contradiction. Même si, bien sûr, j'ai su faire la part des choses à un moment ou à un autre. Voilà les racines, si vous voulez. Mais encore une fois, les racines, ça n'est pas l'identité. L'identité, c'est celle qu'on construit. Les racines, c'est l'héritage qui est en nous. Et encore une fois, notre identité ne se réduit pas à un héritage. Quand vous dites « je suis un juif séfarade », vous commencez par ça. C'est fondamental. C'est fondamental, parce que mon nom même le dit. Bensoussan, c'est aussi parlant que Lévi ou que Cohen. Oui, c'est vrai. Bensoussan, c'est la judéité séfarade. Et donc, en tant que juif séfarade en France, comme en Israël d'ailleurs, c'est forcément quelque chose qui vous marque, parce que d'emblée, vous êtes aussi assigné à votre séfaradité. Vous ne pouvez pas y échapper. Donc vous avez intérêt à bien réfléchir à ce que constitue la séfaradité. La séfaradité, on va y revenir, parce que dans vos travaux, évidemment, vous avez aussi beaucoup travaillé sur ces questions, sur l'histoire du monde juif, notamment en terre musulmane, et on peut dire du monde juif, et on va y venir dans quelques instants, en France, dans cette République française. Vous, faut-il le rappeler à nos auditeurs aujourd'hui dans cette émission sur Radio J, qui êtes l'auteur, le coordinateur de ce fameux livre qui s'appelle Les territoires perdus de la République. Ça, c'était en 2002. Il y a même eu une édition augmentée en 2015, au moment d'ailleurs des attentats. Oui. L'homme des territoires perdus de la République, ça veut dire qu'à partir de 2002, vous sortez un peu... Si je peux me permettre la question, vous sortez un peu de votre cadre d'historien, oui, institutionnel, académicien, universitaire, pour dire il se passe des choses dans notre pays, en France, maintenant, depuis quelques années. Oui, vous avez raison de dire 2002, c'est ce tournant où, sur la proposition d'une éditrice, celle qui dirigeait à l'époque les éditions Mille et une nuits, un département de Fayard, c'est elle qui m'a proposé d'écrire un livre sur les mutations que je constatais en tant que responsable des formations au Mémorial de la Shoah, où j'avais affaire à des professeurs, surtout de la région parisienne, mais parfois, en particulier lors des universités d'été que j'avais créées en 2000, venues de toute la France, et qui me décrivaient une situation difficile dans un grand nombre de quartiers français, pas forcément en région parisienne d'ailleurs, et pas forcément dans les banlieues, parfois aussi dans les métropoles, qui était en disruption totale avec le discours médiatique qui était celui d'un pays où globalement tout allait bien et où on mettait la poussière sous le tapis et où les incidents antisémites qui s'étaient largement multipliés depuis l'an 2000, avec l'intifada en particulier, étaient considérés comme des incidents intercommunautaires, alors que c'était totalement aberrant et même une injustice flagrante. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, il dit « j'appelle les uns et les autres Absolument. À se calmer ». C'était monsieur Daniel Vaillant, je crois, du cabinet Jospin. Et ensuite, Jospin a reconnu l'énorme erreur que le PS avait fait à ce moment-là, de minimiser ce qui s'était passé. Et je crois que tout cet appareil socialiste, d'ailleurs, a contribué à mettre la poussière sous le tapis. Les autres ont été un peu plus courageux un peu plus tard, mais globalement, sur 20 ans d'histoire, on peut pas dire que le courage ait été la caractéristique première du personnel politique français. Donc, à partir de ce moment-là, moi qui travaillais beaucoup sur la Shoah, et au Mémorial en particulier, mais au-delà, j'ai été amené à parler de l'actualité, à me faire, comme dirait Pierre Nora, historien du présent, oui, avec les territoires perdus de la République.
Et ça a été le début d'un engagement politique à mon corps défendant d'une certaine façon, parce que j'ai jamais eu volonté de m'engager politiquement, mais je l'étais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais embarqué moi aussi. Oui, embarqué dans cette affaire. Bien sûr, je ne pouvais pas revenir posément à mes archives ou à mes travaux sur les années 30, les années 40, sur le 19e siècle, comme s'il ne se passait rien alors que la maison brûlait. La maison était en train de brûler, le fait est qu'aujourd'hui elle est bien calcinée d'ailleurs. Je n'allais pas regarder ailleurs, c'était là une urgence. Et c'est toujours une urgence. C'est toujours une urgence. Georges Bensoussan, qui est avec nous dans cette émission Sepharim, on a parlé de cet épisode important qui va être le début à la fois de, si j'ose dire, votre engagement embarqué, et en même temps le début aussi de petits soucis dans la réaction qu'avait reçue déjà ce livre en 2002. On avait critiqué ceux qui participaient en disant que ce n'était pas un livre très rigoureux du plan de la méthode, du plan de l'université. Bref, beaucoup ont fait en sorte que ce livre ne soit pas connu à cette époque. Oui, dans un premier temps, il a été accueilli par le silence le plus complet des médias, à quelques exceptions près, dont Éric Conan, en particulier, je crois que c'était dans l'Express, à l'époque, il travaillait à l'Express, qui lui accordait beaucoup d'importance, et Alain Finkielkraut, qui a d'emblée vu l'importance du livre et qui m'a invité à son émission Réplique très vite. Oui. Mais c'est toujours la même critique que l'on fait à des livres. Ce livre, en l'occurrence, n'avait pas prétention sociologique, c'est un livre de témoignages. Nous n'étions pas sociologues, nous étions 7 enseignants de terrain, du secteur public, tous engagés d'ailleurs à gauche politiquement, l'une, pas forcément professeure d'histoire, il y a une professeure de mathématiques dans le lot, une directrice de collège, et nous n'avions pas prétention à faire une œuvre sociologique, et d'emblée, la critique académique, quand le livre a commencé à être connu, c'est de dire ça n'est pas un livre académique. Mais ça, c'est la critique classique de la caste académique pour invalider les travaux qui lui déplaisent. Vous avez aujourd'hui le cas le plus frappant, c'est que toute l'évolution politique sociologique de la France d'aujourd'hui, y compris dans la dernière élection présidentielle, donne raison aux travaux du géographe Christophe Guilluy, qui n'est pas un géographe universitaire, qui n'est pas académique, qui n'a même pas de doctorat, il a d'ailleurs expliqué pourquoi. Or, ce sont ces travaux qui, depuis 10 ans, sont validés, corroborés par ce qui se passe, par la déchirure française aujourd'hui. Eh bien, vous avez toute la caste académique qui est acharné contre lui à le disqualifier. D'ailleurs, vous dites dans ce livre, un exil français, qui consacre en grande partie évidemment ce qui vous est arrivé face à ce procès en justice sur lequel on va revenir, vous imaginez bien dans cette émission, vous dites que Les Territoires perdus de la République, qui arrive en 2002, ne sont pas le premier livre comme ça, un peu iconoclaste. Il y a eu déjà des études importantes qui ont été faites dans les années même 80-90. Bien sûr, il y a d'abord les travaux de Christian Gélène. On l'a oublié, en 95, sur les violences de rue. Il y a les travaux de Pierre-André Taguieff. Il y avait aussi le travail en 2001 de Shmuel Trigano. Ces travaux-là nous ont précédés. Et donc, nous n'étions pas les premiers, mais c'est ce livre-là qui va faire beaucoup plus de bruit, parce que là, nous donnions à voir, par les témoignages, des choses abominables qui se passaient dans certains établissements français. Nous ne disions pas dans le livre tous les établissements français. La France n'était pas à feu et à sang. Mais à partir du moment où on ne voulait pas nous écouter, on nous a fait tenir des propos que nous ne tenions pas pour invalider notre propos. Est-ce qu'on peut revenir pour les plus jeunes de nos auditeurs, parce que c'est une période maintenant qui est déjà historique, mais ça nous remonte à 20 ans, le début de ces phénomènes d'antisémitisme assez violents. Il faut dire que en 2001-2002, si nous avions fait cette émission, au moment où nous enregistrions, nous aurions reçu déjà plusieurs appels pour nous signaler des actes antisémites. C'était une vraie vague vertigineuse d'actes antisémites dans les débuts des années 2000. Absolument. Est-ce que justement on peut rappeler Georges Bensoussan, quelles ont été les thématiques qui ont été sorties? Qu'est-ce qui est apparu dans votre enquête faite par des professionnels du terrain? Ce qui est apparu d'abord très clairement, c'est la montée des actes antisémites, des paroles antisémites et des agressions physiques antisémites à l'intérieur des cours de collège et de lycée, et surtout de collège d'ailleurs. Ce qui est apparu également ensuite par le ministère de l'Intérieur, c'est qu'on était passé à une moyenne de moins de 100 incidents antisémites par an dans les années 90, et tout d'un coup en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, à 800, 900 incidents. Et depuis cette date, on n'est jamais retombé au-dessous de 500 incidents antisémites. Jamais. Alors, qu'est-ce qui apparaissait? C'est d'après les témoignages des professeurs, et on n'a pas gardé tous les témoignages dans la publication, c'était la difficulté d'enseigner la Shoah, la difficulté d'enseigner tout ce qui avait trait aux États-Unis,
par exemple, il n'était pas question d'enseigner la question du Proche-Orient et d'Israël, parce que alors là, on avait le tollé dans certaines classes, je dis bien dans certaines classes, les insultes antisémites, salfeuge, parce que c'était en général comme ça qu'on se traitait, et parfois les violences antisémites. C'est d'ailleurs comme ça que le livre commence, par un incident au lycée Bergson, contre 2 fillettes juives. Et on s'en souvient bien évidemment. Et la nécessité parfois d'exfiltrer des élèves juifs de collège où le directeur disait aux parents, je ne peux plus assurer la sécurité de votre enfant. Nous étions en 2001, 2002. Donc ce n'étaient pas les enfants antisémites qui étaient sortis de l'école, mais les enfants juifs. Exactement. Et c'était une nouvelle phase, évidemment, tout à fait surprenante. Aujourd'hui, on a l'impression que un ensemble de la population qui s'intéresse un petit peu à la marche du monde et de la France en particulier connaît ces histoires-là, mais elles sont relativement récentes. C'est un phénomène qui maintenant est rentré dans l'histoire, cette vague assez inouïe de renouveau de l'antisémitisme. Et cette vague, dans les collèges, les lycées, elle a beaucoup diminué parce que les élèves juifs ont quitté en partie l'enseignement public. Ils se retrouvent dans les écoles privées, catholiques, même souvent d'ailleurs pas forcément juives. Donc le phénomène semble avoir baissé. En réalité, il a été mis sous le boisseau. C'est tout ce qui s'est passé. Et le deuxième point, c'est que si l'opinion a beaucoup changé quand même depuis 20 ans, elle a évolué, elle reconnaît qu'il y a un vrai phénomène d'antisémitisme en France aujourd'hui, mais elle hésite toujours, elle a une certaine timidité à désigner les antisémites. Alors à quoi sert de dénoncer l'antisémitisme si on ne désigne pas les antisémites ? Georges Bensoussan est notre invité dans l'émission Sépharim sur Radio J. On a plaisir, bien sûr, à le recevoir, à parler dans quelques instants plus précisément de son livre, tout à fait impressionnant et remarquable, témoignage à la fois rigoureux et personnel, un exil français, un historien face à la justice, c'est aux éditions L'Artilleur. Alors on va marquer une petite pause musicale que vous avez choisie d'ailleurs. On va entendre d'abord cela. Merci Serge. C'est beau, vous êtes sur Radio J, c'est l'émission Sépharim, nous recevons l'historien, l'intellectuel Georges Bensoussan. Et justement, c'est vous, Georges Bensoussan, qui avez choisi cette musique pour essayer un peu de comprendre un petit peu qui vous êtes derrière tous ces travaux très impressionnants, évidemment, de recherche historique depuis maintenant plus de 30 ans, 35 ans. Pourquoi avoir choisi Élie, Élie, ce fameux chant ? Parce qu'il a été composé par une juive hongroise, sioniste de cœur, qui a émigré seule en Palestine de l'époque, dans les années 36-37. Elle s'appelle Hana Senesh. Elle a fait partie de ces rares juifs engagés volontaires dans l'armée britannique et parachutés dans les Balkans, pour tenter de sauver ce qui restait des communautés juives en 1944. Et c'est une très belle chanson parce qu'elle renvoie, et qu'on peut même considérer comme presque le deuxième hymne national israélien après la Tikva, parce qu'elle renvoie à ce qui est la plus grande réussite juive du XXe siècle, la plus grande aventure juive du XXe siècle, c'est-à-dire la réussite de la construction d'un État-nation. La réussite du sionisme, on pourrait dire ? Oui, la réussite. C'est l'idéologie en isme qui a réussi finalement. Je ne dirais pas une idéologie. Dans ce XXe siècle marqué par les ismes terribles. Je dirais que c'est la seule grande réussite politique du XXe siècle, quitte à choquer un certain nombre d'auditeurs qui verront dans le sionisme, encore une fois, la légende noire. Je dirais que c'est l'une des grandes entreprises de libération du XXe siècle, qui ne parle pas qu'aux juifs, mais qui parle à toute condition humaine opprimée, que la réussite du sionisme et la construction d'un État-nation qui a failli 1000 fois ne pas naître. Et Hana Senesh a participé à cette aventure extraordinaire dans les
quelques années seulement où elle a vécu dans le Yishuv, c'est-à-dire entre 1938 et 1944, dans son kibboutz au bord de la mer. L'héroïne absolue, on peut dire résistante, sioniste, qui meurt dans des conditions difficiles. Et poétesse, une poétesse de grand talent. Écrivain, poétesse important. Élie, c'est bien de l'entendre. Et vous faites bien sûr référence aussi de ce côté-là sur vos travaux sur la Shoah, mais aussi, on y viendra dans quelques instants, sur ce que vous avez écrit, l'histoire politique du sionisme, justement, Georges Bensoussan. Alors, si vous êtes là aussi, c'est pour parler de ce livre. On va en dire un mot dans quelques instants. L'affaire, en quelque sorte, Georges Bensoussan, que nos auditeurs connaissent d'une certaine manière, vous avez été attaqué en justice. Vous avez été mené en justice pour un truc tout à fait hallucinant. C'est une émission qui s'est tenue sur France Culture avec Alain Finkielkraut, où, je vais résumer pour l'instant, vous avez été tout bonnement, après avoir fait un certain nombre de déclarations, accusé de racisme anti-musulman. Alors tout le monde est tombé de sa chaise à cette époque-là en disant comment l'historien Georges Bensoussan, le spécialiste de la Shoah, de l'antisémitisme, des autres génocides, en quelque sorte naturellement combattant pour les droits de l'homme, est devenu raciste anti-musulman ? Oui, c'est ça, vous avez très bien résumé. Comment je décris, dans le feu de la discussion au micro d'Alain Finkielkraut, je décris l'antisémitisme qui règne dans une grande partie des familles d'origine arabe en France, qui est une vérité attestée, y compris par un grand nombre de témoins d'origine maghrébine, eux-mêmes l'ont dit, c'est une vérité, c'est une lapalissade, c'est une vérité d'un secret de polichinelle. Et comment cette description est devenue une incitation à la haine raciale. C'est-à-dire que c'est ça le raisonnement, la perversion totale de ce retournement dans le plan du raisonnement. Comment celui qui décrit la réalité d'un racisme à l'œuvre devient le raciste lui-même. Et donc à partir de ce moment-là, ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière ce procès qui a été voulu par le parquet, certes, il y a les associations islamistes derrière, le CCIF, qui a été dissous depuis, mais ils ont mis quand même quelques années pour s'apercevoir que c'est une organisation extrêmement dangereuse. C'est le parquet qui initie le procès, et c'est le parquet qui fera appel de la relaxe. C'est-à-dire le ministère public, c'est-à-dire l'État. C'est l'État à l'origine, à l'époque dominé par l'appareil socialiste. C'est à l'époque de la présidence Hollande. C'est l'État qui initie le procès, c'est l'État qui fait appel de la première relaxe, c'est-à-dire le parquet fait appel à la première relaxe en 2017. Oui, parce que vous êtes, il faut le dire pour nos auditeurs, vous avez gagné le procès, vous êtes relaxé. Oui, en 2017. Plusieurs parties civiles. Et là, c'est encore une fois l'État, c'est-à-dire le parquet. Le parquet et 3 des associations, parce qu'elles étaient 6 au départ. 3 des associations qui font appel. Je gagne en deuxième instance, c'est-à-dire en appel. Alors là, l'État ne se pourvoit pas en cassation, mais 3 associations, encore une fois, ils vont jusqu'à la cassation et je gagne finalement en cassation en 2019. Toute cette sinistre farce aura duré 4 ans. Ouais, alors, ce qui est intéressant, c'est quand même que la description d'une réalité devient une incitation à la haine. Et alors, ce qui est grave, c'est que la description d'une réalité, c'est le travail d'un intellectuel. Si toute description de la réalité est une incitation à la haine, donc passible de la loi de 1972, eh bien vous pouvez renoncer à la vie intellectuelle. Ouais, alors vous citez Georges Bensoussan, c'est ça qui vous est reproché dans un débat que vous avez à la radio à France Culture, une phrase d'un intellectuel d'origine algérienne, d'ailleurs franco-algérien, Smaïn Lacher, un sociologue, qui lui disait, oui, c'est une évidence que dans toutes les familles maghrébines, musulmanes notamment, eh bien l'antisémitisme est enseigné, alors il utilise les termes déposés sur la langue, dans la langue, déposés sur la langue, dans la langue. Dans l'air qu'on respire. Alors vous l'avez cité de mémoire et vous dites finalement l'antisémitisme est été avec le lait de sa mère. Voilà. En fait, ça a été le scandale. Voilà, j'étais passé d'une métaphore culturelle, l'air qu'on respire, Smaïn Lacher, à une autre métaphore culturelle, le lait de la mer. Mais dans les 2 cas de figure, nos métaphores disaient la même chose. La transmission de l'antisémitisme était culturelle, elle n'était pas biologique. Voilà, c'était pas racial. C'était pas racial. Et bizarrement, Smaïn Lacher a visiblement manqué de courage à ce moment-là. Smaïn Lacher va parler d'ignominie, va porter plainte contre moi, va demander un droit de réponse au CSA et Finkielkraut sera évidemment obligé de s'exécuter. Et où le lait dont je parlais va devenir du sang. C'est-à-dire là, le biologique.
Pourquoi ? Ça veut dire qu'on travestit vos propos. Exactement. On dit tout d'un coup, ça y est, c'est le racisme purement presque quasi nazi. C'est le sang arabe qui générerait l'antisémitisme. C'est exactement ça, vous résumez très bien. C'est à partir du moment où on transforme le lait en sang, c'est qu'on voulait me conduire au procès. Donc la question est de savoir, mais pourquoi voulait-on m'abattre intellectuellement ? Parce qu'il s'agit évidemment d'abattre mon travail intellectuel. Il ne s'agit pas seulement de gagner ce procès. Il s'agit d'invalider tous mes travaux. Et on va voir pourquoi, justement, certains ont voulu vous abattre pour invalider vos travaux, parce que vos travaux sont liés à ceux qui veulent nier la réalité à la fois historique et contemporaine. Georges Bensoussan, qui est notre invité dans cette émission, justement, Sepharim, et on a plaisir à dialoguer avec lui, à voir ce qui s'est passé depuis ce temps. On va faire une petite pause musicale avec Serge. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותכת הדממה, שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, נתת לי. Et vous êtes toujours dans Sepharim sur Radio J, notre invité, Georges Bensoussan. C'est vous qui avez choisi cet extrait musical de Sarit Haddad, avec un chant religieux. Ouais. Chant religieux et chant national aussi, qui est extrêmement populaire en Israël et qui exprime à la fois l'amour de l'État, nation, l'amour de la patrie, et en même temps c'est tout l'apport du judaïsme oriental, Mizrahi, en Israël, qui est très important. Dont on parlera peut-être. Et sur lequel vous avez beaucoup travaillé, notamment sur votre histoire très importante des Juifs en terre d'islam, en terre arabe, plus exactement. Georges Bensoussan, je vous propose aujourd'hui de nous quitter quelques instants. On va se retrouver la semaine prochaine, justement, pour continuer à parler de ce livre, Un exil français, un historien face à la justice, de parler de plus généralement de votre travail, comme vous dites, de votre combat, de votre engagement, et de votre embarquement, comme on disait tout à l'heure. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci.